Bienvenue dans ce webinaire consacré à la certification des, des produits qui est organisé par MBuild en collaboration avec la SBL CoPro. J'imagine qu'il y a encore d'autres participants qui arrivent tout doucement. Et donc, dans le cadre de ce webinaire, vous aurez l'occasion d'entendre des experts qui aborderont donc le sujet de la certification et ces experts sont notamment issus donc de l'administration de la région wallonne. Et pour ce faire, nous entendrons Madame Frédéric Teuwissen du SPOE-MI et Monsieur Didier Goy du SPOE-ARNE. Et tout de suite, je vais passer la parole à Monsieur Bernard Cornet de la SBL CoPro, donc l'organisme de contrôle des produits et des systèmes. Donc voilà, je vous souhaite déjà un très bon webinaire. Merci Virginie pour cette introduction. Je vais partager mon écran et ma présentation. Voilà, donc en ce qui me concerne, je vous parlerai plus particulièrement de la certification. Pour en savoir plus sur la certification, pour qui, pourquoi, je vais parler de l'origine de CoPro, l'ASBL qui s'occupe, comme beaucoup d'autres, de la certification, dans différents domaines, certification de produits. Je vais vous parler de la réception par l'eau, du contrôle renforcé de la production, la certification d'exécution, la certification de système, et j'aborderai aussi quelques inspections spécifiques. Alors, CoPro est né à l'initiative du ministère des Travaux publics à l'époque. CoPro est né en 1983, donc à l'époque de la Belgique unitaire, et à l'initiative également des entrepreneurs de voirie. Avec le temps, ce sont les régions qui sont intervenues dans le cadre des organes de direction de CoPro, la région flamande, la région bruxelloise, et quant à la région wallonne, elle participe également dans le cadre de groupes de travail différents. La raison de l'existence de CoPro, donc fondée en 1983, elle est née d'un arrêté ministériel. Alors, j'ai pris ici la dernière version ou l'une des dernières versions de l'arrêté ministériel qui parle de réception technique préalable. Et dans son article 42, cet arrêté prévoit que dans le cadre d'un projet, les produits ne peuvent être mis en œuvre s'ils n'ont été au préalable réceptionnés par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué. À cela s'ajoute également à l'article 41, la réception technique. L'adjudicateur peut renoncer à tout ou une partie des réceptions techniques lorsque l'adjudicataire, donc l'entrepreneur, prouve que les produits qui ont été contrôlés par un organisme d'évaluation de la conformité lors de leur production, conformément à l'article sur la loi des marchés publics. Donc, ce qui veut dire que dans certains cas,
il est possible pour les autorités de faire appel à la certification dans le cadre de la réception de produits. On se rend compte effectivement qu'il n'est pas évident pour un fonctionnaire dirigeant de connaître, d'avoir une connaissance parfaite de tous les produits, d'être au courant des différents développements, et le fait d'avoir cette possibilité facilite ou peut faciliter grandement les choses. Au niveau de la région wallonne, et Madame Thewissen en parlera après moi, au niveau de la région wallonne, les produits certifiés ont été valorisés de la manière suivante, c'est-à-dire qu'au niveau d'un document de référence du Caliroute, le document de référence A3, et en son annexe 3, il y a un tableau qui reprend tous des produits, un ensemble de produits qui sont certifiés, donc qui ont une marque volontaire et qui correspondent aussi aux prescriptions du cahier des charges. Et il se fait que l'entrepreneur, s'il fait appel à un produit certifié, il ne doit pas payer les frais de réception technique préalables. Par contre, s'il décide d'utiliser un produit qui est non certifié et qui fait partie de cette liste, il doit payer les frais de réception technique préalables suivant les modalités inscrites au tableau ci-joint. Mais Madame Thewissen reviendra là-dessus plus en détail. Au niveau de la région flamande, la certification est inscrite au niveau du cahier des charges, donc au niveau du cahier des charges type de la région flamande, le standard le STEC 250. On prévoit pour tous les produits, vous voyez sur la droite du slide, un tableau reprenant l'ensemble des produits qui figurent au niveau du cahier des charges, et pour chacun des produits, les types de certification qui est mis en œuvre. Et donc, en Flandre, au niveau des produits, on demande systématiquement une certification. Alors, il y a pas mal d'organismes de certification qui s'occupent du secteur de la construction, qui sont actifs dans le secteur de la construction. Il y a CoPro pour les routes et les infrastructures. Il y a BCCA, plus pour la construction. Il y a ProBéton pour les produits préfabriqués en béton. Il y a Bicert pour le béton prêt à l'emploi. Il y a LOCAB pour les éléments en acier, AMPI pour la prévention contre l'incendie et le vol, Wood pour le bois, et CertiPro qui s'occupe des systèmes de traitement d'eau ainsi que des granulats recyclés. Le secteur est en mutation. Par exemple, OCAB va arrêter ses activités et l'ensemble de ses activités va être distribué au niveau d'autres organismes de certification existants. La certification de produits, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un producteur, il a tout un système d'autocontrôle par rapport à sa production et il va faire appel à un organisme d'évaluation de la conformité pour procéder à la surveillance de la production, à l'échantillonnage, à des essais au niveau d'un labo externe. Suite à ça, l'organisme d'évaluation de la conformité va émettre une évaluation par rapport à tout ce qu'il a vu. Si l'évaluation est bonne, eh bien, il pourra avoir droit à son certificat. Certification de produit, c'est un contrôle aléatoire. La certification ne prétend pas assurer et garantir la qualité dans tous les cas. Il faut savoir qu'il y a toujours, comme c'est un contrôle aléatoire, il y a toujours peut-être toujours une petite marge d'erreur, mais quand même, elle apporte d'assurance et une certaine et démontre quand même un certain savoir-faire de la part du producteur par rapport à des produits donnés. La certification se ferait durant le processus de production
et débouche sur des fiches techniques détaillées qui peuvent être utiles dans le cadre du pouvoir adjudicateur et débouche sur des marquages sur les bons de livraison ou sur les produits, où on détaille de manière assez précise les caractéristiques du produit. Le but, évidemment, étant que la certification corresponde aux prescriptions des différents cahiers des charges, ce qui est le plus simple. Mais une certification peut être destinée à des applications très particulières et éventuellement peuvent également être utilisées dans le cadre de marchés publics si le maître d'ouvrage public le souhaite. Les marchés privés, pardon, si le maître d'ouvrage le souhaite. La réception par lot. La réception par lot est une espèce de variante de la certification. Elle concerne des lots délimités et bien identifiés de produits qui sont destinés à un chantier très particulier ou bien particulier. Encore une fois, l'organisme de certification intervient, fait de l'échantillonnage, des essais en labo externe sont exécutés, on fait une évaluation par rapport à des exigences particulières, un cahier des charges ou bien des prescriptions privées, peu importe. L'important, c'est d'avoir effectivement des prescriptions. L'évaluation est-elle correcte? On obtient une attestation et cette attestation peut être montrer ou en tout cas peut servir dans le cadre, dans certains cadres, dans le cadre d'un marché ou en tout cas, elle prouve que le produit a bien été contrôlé par un organisme tiers et indépendant. Donc, la réception par lot, on travaille avec des lots bien délimités, bien identifiés. C'est un contrôle ponctuel. Donc, au contraire de la certification qui fait un contrôle dans le temps, pendant le processus de production, ici, c'est vraiment un contrôle ponctuel et destiné à un chantier vraiment spécifique. Il n'est pas question d'avoir une réception ou d'avoir une attestation de réception par lot pour un chantier donné et de la montrer dans le cadre d'un autre chantier, cela n'a aucune valeur. Donc, c'est vraiment pour un chantier spécifique, une réception par lot pour un chantier spécifique. Pour compléter toute cette gamme de contrôles, de contrôle et de certification et de garantie et de suivi de la qualité, il existe également le contrôle renforcé de la production. Alors, qu'est-ce que le contrôle renforcé de la production? Ça s'intéresse à un chantier spécifique. On contrôle la conformité des produits donnés par rapport à un cahier des charges spécifique et il y a une constante interaction avec le maître d'ouvrage. Le contrôle renforcé de la production a été utilisé, par exemple, ou un contrôle renforcé de production qui, qui ressemble très fort, a été utilisé dans le cadre du projet du contournement de Couvin. Dans le cadre de nos activités chez CoPro, on travaille également souvent avec l'aéroport de Zaventem, Bruxelles National, Brussels Airport Company, qui, dans le cadre de la rénovation de leurs pistes d'atterrissage ou de décollage, font appel à nos services en sachant qu'ils ont des spécifications très particulières par rapport au mélange bitumineux qui est mis en œuvre et ils entendent arriver ou obtenir évidemment un produit de qualité correspondant aux prescriptions qu'ils prévoient et donc ils font appel à nos services. Le contrôle renforcé de production va souvent de pair avec une certification, c'est-à-dire qu'en amont, il y a la certification, c'est-à-dire que lorsque l'organisme de contrôle va sur place et va dans le site de production, il a bien conscience de la manière dont travaille le plant, la manière dont est produit ici, dans le cas que je vous parle, le mélange bitumineux. Et donc, évidemment, ça rend plus facile le contrôle renforcé. Donc, dans le cas d'un contrôle renforcé, une certification en amont est souhaitable, pas indispensable, mais
mais vraiment souhaitable. Autre type de certification, la certification d'exécution. Alors, on est bien d'accord qu'un produit, pour avoir la qualité, il faut un produit de qualité. Mais si le produit de qualité est mal mis en œuvre, on n'obtiendra pas le niveau de qualité voulu. Et c'est dans ce cadre-là que la certification d'exécution a été développée dans des cas pour des réalisations très spécifiques, la pose de dispositifs de retenue routier, la pose de complexes d'étanchéité au niveau d'ouvrages d'art, les systèmes d'infiltration de stockage des eaux pluviales, la rénovation de conduites via des techniques sans tranchées et la pose de collecteurs ou de conduites via fonçage. Les prescriptions relatives à cette certification d'exécution sont reprises aux différents cahiers des charges. Et dans le cadre de cette certification d'exécution, nous avons développé une marque qui s'appelle CoPro Exé. Au niveau de la région Wallonne et au niveau du Calais-Haute, la certification d'exécution est utilisée dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs de retenue routier. Dans le cadre de ce type de travaux, il est demandé à l'entrepreneur soit d'être certifié, soit de faire l'objet d'un contrôle pour un chantier donné. Alors, si on se ramène à ce que je viens de parler sur la réception par l'eau, concernant les produits, eh bien, cette contrôle de chantier peut s'apparenter à une espèce de réception par l'eau dans le cadre d'un chantier donné. L'organisme de contrôle d'évaluation de la conformité va sur place et constate que l'entrepreneur prenne les dispositions nécessaires à la pose correcte d'un système de retenue routier. On se rend compte évidemment dans le cas de système de retenue routier, l'importance est d'avoir des produits de qualité associés à une pose de qualité. On parle bien ici, bien entendu, de la sécurité sur nos routes. Autre certification que nous suivons, c'est la certification du système. Dans ce cadre-là, il s'agit plus particulièrement de l'audit du système de gestion du producteur que nous allons visiter. Et il s'agit d'évaluer la capacité de l'organisation auditée à gérer la qualité de sa production et à travailler à l'amélioration continue de ses process. Suivant le principe Plan, Do, Check, Act, donc on vise à suivre une amélioration continue du processus de production ou du processus de service, peu importe. Le tout, c'est un processus qui demande une vigilance continue, puisqu'on tente, on essaye de s'améliorer le plus possible et de continuer à s'améliorer. Au niveau de la région wallonne, la certification des systèmes, elle apparaît sur deux plans. La sortie de statut déchet, en particulier la reconnaissance de la sortie de statut déchet des granules recyclés, qui est imposée par l'AGV du 28 février 2019, mais Didier Gobi, qui va me suivre, vous en parlera plus longuement. Dans le cadre de cette sortie de statut déchet, il y a intervention d'organismes d'évaluation de la conformité qui vont contrôler, qui vont auditer le processus, le système de gestion des différents producteurs. Associé à ça, il y a également des contrôles par rapport à des spécifications plus environnementales pour éviter des problèmes d'ordre sanitaire, pour éviter que des pollutions. Donc, le système de statut déchets est articulé selon deux gros principes. Un principe plus, je dirais, technique par rapport à un produit qui doit être un produit de construction de qualité,
et un produit et un aspect plus hygiénique par rapport à un produit qui doit être exempt de toute pollution. Autre aspect important qui est suivi en Wallonie, c'est l'échelle de performance CO2 qui vise à favoriser la diminution des émissions de CO2. L'échelle de performance est actuellement à l'essai en région wallonne ainsi qu'en région flamande via le SPW et l'AOEV et via une vingtaine de projets, dont pas mal de projets d'infrastructures. Entre autres projets, il y a le redressement de la courbe du canal Niville-Blaton et un projet que nous connaissons tous, ou pour beaucoup en tout cas, c'est la réfection de l'E411 entre Dossou et Torimbe-Saint-Tron. Alors, le but de cette certification d'échelle de performance, c'est donc de contrôler, de vérifier que l'entrepreneur prenne des dispositions pour éliminer, pour diminuer ses émissions de CO2. Pour ça, il y a un organisme de certification qui fait un audit initial pour voir quelles sont les ambitions de l'entrepreneur par rapport à sa limitation, sa diminution de CO2. Suite à ça, il y a différents audits qui sont exécutés pendant le chantier ou dans le cadre de la certification de l'entreprise, si l'entreprise souhaite être certifiée. Et le fait pour un entrepreneur d'entrer dans le système d'échelle de performance lui permet, dans le cadre d'adjudication publique, donc organisée par le SPW et par la WEV, d'avoir une réduction fictive par rapport à son offre de prix. Cette réduction fictive donc, est un avantage au moment de l'attribution, évidemment, mais elle est évidemment conditionnée pendant le suivi du chantier et pendant les années qui suivent au respect des engagements auxquels qu'il a déclaré ou qu'il suivrait. Et en cas de manquement, l'entrepreneur sera soumis à une amende d'un montant assez conséquent, qui est 1,5 fois le montant de la réduction qu'il avait reçu préalablement dans le cadre de l'adjudication. C'est donc une période d'essai. L'année prochaine, en 2024, on va faire le bilan de cette période d'essai sur l'échelle de performance. Et l'idée, c'est de voir dans quelle mesure ce système d'échelle de performance peut potentiellement être introduit dans le cadre des différents cahiers des charges en région wallonne et en région flamande. Dernier point, il existe également des inspections spécifiques. L'un des beaux exemples, c'est le site de Bayonville, dans le national entre Marchand-Famenne et Liège, où les systèmes de marquage routier sont posés et subissent le passage du trafic, et à intervalles réguliers, il y a des contrôles qui sont effectués sur les différents marquages qui sont installés. Et il existe des prescriptions, ou en tout cas des valeurs à atteindre au niveau de la réflexion, au niveau de la qualité du marquage. Et ces éléments sont importants. Ils permettent aux marquages routiers qui ont été posés dans le cadre des essais de Bayonville d'être homologués, et tant au niveau de la région wallonne qu'au niveau de la région flamande, qui que même en région bruxelloise. Les marquages routiers qui sont placés dans le cadre de marchés publics doivent être homologués suite aux essais routiers qui sont exécutés à Bayonville. Voilà, j'en ai terminé avec l'ensemble des présentations sur la certification. Je passe maintenant la parole à Frédéric Théwissen, qui va vous parler de la manière dont la certification est prise en compte dans le cadre de Caleroute. À toi, Frédéric.
Donc, bonjour, mon nom est Frédéric Théwissen, je suis directrice de la géotechnique au sein du département expertise structure et géotechnique du SPE Mobilité et infrastructure. Et je vais vous parler de la place pour les matériaux recyclés tels que prévu dans le CCT Caliroute. L'objet de ma présentation, on va commencer par un bref rappel sur le CCT Caliroute et son organisation. Je vous parlerai ensuite de réception technique préalable, son cadre, comment Caliroute valorise les certifications et l'évolution de la manière dont elles sont valorisées, l'évolution dans le temps. Je vous parlerai des frais de réception technique préalable et puis j'en terminerai par un petit exposé sur comment faire une réception technique préalable en pratique. Un bref rappel donc sur le CCT Caliroute. Le CCT Caliroute, il est accessible pour tous sur le site Qualité Construction. Donc vous trouvez ici à gauche l'adresse. Lorsque vous arrivez sur le site, la page d'accueil correspond à ce qui est au centre de mon écran. Et le premier point accessible est le CCT Caliroute qui vous ouvre une seconde page pour laquelle vous allez voir tous les éléments qui font partie du CCT Caliroute et les référentiels annexes. Si l'on clique sur cahier de charge type Caliroute, nous arrivons dans la table des matières du cahier de charge type Caliroute. Alors pour certains, c'est sans doute une redite. Simplement, mon objet, c'est de vous présenter les liens pratiques pour arriver à trouver les différents éléments dont je vais vous parler plus tard. Caliroute est organisé avec d'abord un chapitre sur des clauses administratives, ensuite le chapitre C, c'est le chapitre matériaux, auquel tous les chapitres suivants font référence. Les chapitres suivants sont des chapitres dédiés aux différentes applications, et dès lors que pour ces applications on a besoin de matériaux, il renvoie au chapitre C. On trouve également un chapitre Q qui est relatif aux essais et donc aux manières de déterminer, selon des normes ou des méthodes d'essai, les caractéristiques qui sont prescrites dans Caliroute. Caliroute, finalement, l'objectif pour nos chantiers, c'est d'avoir des chantiers qui sont pérennes et donc de mettre le bon produit au bon endroit. C'est l'objet des prescriptions que vous trouverez dans Caliroute. Si l'on choisit non pas de cliquer sur le premier onglet cahier de charge type Caliroute, mais sur catalogue des documents de référence et que l'on coche documents Caliroute, en ouvrant, vous allez avoir toute une série de documents associés à Caliroute. Pourquoi je vous en parle? Parce que le document QRA3, dont Bernard a déjà parlé, qui gère les modalités de réception technique préalable, est accessible par ce lien-là. Alors, il me tenait à cœur aussi de vous présenter une petite ligne du temps en disant que la marque Benor, elle existe depuis 1954. Elle a permis de ne pas faire de réception par lot systématique pour tout chantier, parce qu'en organisant finalement un système impartial avec contrôle externe de la constance de la qualité des produits. Bernard l'a dit, il y a encore de la réception par lot pour des produits spécifiques, pour des chantiers spécifiques, mais dans la majorité des chantiers, cette marque Benor a permis de surseoir à ces essais de réception. Pourquoi est-ce que je l'indique également? C'est parce que la marque Benor, elle existe bien avant le marquage CE. On reviendra plus tard sur le marquage CE. Le marquage CE est apparu en 1998 avec la directive des produits de construction, qui a été remplacé en 2013, en tout cas mis en application en droit belge, par le règlement produit de construction CE.
Je vous présente également l'évolution du cahier de charge type. Vous connaissez Caliroute actuel. Ce n'est pas le premier cahier de charge pour les travaux publics, puisque précédemment, il y avait le CCT 150 et à la création de la région wallonne, le ROE 99 est né en 1999. Donc, le cahier de charge s'adapte aux évolutions dans tous les domaines de travaux publics, et y compris en ce qui concerne les réceptions techniques préalables et à l'introduction du marquage CE, en plus des marques de certification volontaire. Alors, le principe de base, c'est que tout élément doit être réceptionné par le pouvoir adjudicateur avant sa mise en œuvre. Et donc, une réception technique préalable est organisée. Une réception technique préalable, ça ne se limite pas à l'approbation d'une fiche technique relative à un produit envisagé, mais il faut vérifier que le produit a les performances attendues. C'est comme le bon vin, si on décide de faire un stock dans sa cave, on ne va pas se contenter de lire l'étiquette au dos de la bouteille, mais on va la goûter. Je reprends mon petit schéma. Ici, il ne s'agit plus de voir si le bon produit est au bon endroit, puisque ça, ce sont les prescriptions de Caliroute qui s'en chargent, mais de voir si le produit est de bonne qualité, c'est-à-dire répond à ses exigences. Comme Bernard l'a déjà évoqué, l'arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif aux règles générales d'exécution des marchés est applicable pour la réception technique préalable, puisqu'il reprend dans ses articles 41 et 42 qu'il n'y a pas de mise en œuvre sans réception technique préalable. Cette RTP peut être faite à tous les stades de la production. Et il est important aussi de signaler qu'un produit réceptionné peut encore être refusé ultérieurement. La réception technique préalable doit être réalisée dans un délai de 30 jours, qui est porté à 60 s'il y a des essais de laboratoire. C'est important à savoir pour l'organisation du chantier. Et l'organisation de la RTP au sein de Caliroute est décrite dans le document QRA3 dont on a déjà parlé. L'adjudicateur, donc l'arrêté royal du 14 janvier 2013 prévoit également que l'adjudicateur peut renoncer à tout ou partie des réceptions techniques dans les cas suivants et aux conditions énoncées clairement ci-après. Soit les produits faisant l'objet d'une certification réglementaire, donc le marquage CE, soit des produits faisant l'objet d'une certification volontaire. Mais pour ça, il faut que la certification volontaire, la procédure soit instaurée par un État membre de l'Union européenne et que sa pertinence doit être démontrée par l'adjudicateur qui va proposer un produit certifié et approuvé par l'adjudicateur. Lorsque c'est l'adjudicateur qui exige la réception technique, les coûts à ce moment-là seraient à sa charge. Alors, un petit comparatif marquage CE, marque volontaire. Donc, le marquage CE, c'est une certification réglementaire. Elle est donc obligatoire. Le marquage CE n'a pas besoin d'être valorisé au niveau contractuel. C'est une obligation, même si ce n'est pas écrit, c'est la loi, on doit l'appliquer. Et donc, quand il existe pour un produit ou pour un produit pour une application donnée, il est obligatoire légalement pour tous les fabricants de ce produit. Le marquage CE est attesté par l'utilisation de ce logo. Un petit rappel, le logo doit répondre à un format bien précis. Lorsqu'un numéro se trouve en dessous, c'est qu'il s'agit du numéro de l'organisme tierce partie qui intervient dans ce marquage. Et attention, l'écart entre le C et le E n'est pas anodin, parce que si vous les rapprochez, vous avez China Export. Donc, il faut être vraiment vigilant sur la position de ce logo. Pour information, certains produits ou certaines normes harmonisées concernant ces produits et ces applications prévoient plusieurs niveaux de marquage CE possibles. À ce moment-là, c'est à l'utilisateur de faire le choix.
Et dans ce sens-là, Caliroute a fait le choix du niveau le plus strict, du niveau de contrôle le plus important. Le marquage CE étant une obligation réglementaire, il constitue un prérequis aux marques volontaires. Alors, qui dit marque volontaire dit non obligatoire. C'est le fabricant qui demande volontairement la certification de son produit. Il n'y a aucune loi qui l'oblige à le faire. J'ai repris ici les logos de plusieurs marques volontaires belges, la marque Benor, la marque Copro, les agréments techniques pour les produits innovants également, mais il y a aussi d'autres marques volontaires dans les pays voisins. Alors les avantages d'une marque volontaire, pour moi, c'est la garantie de la constance des performances, la qualité des contrôles qui sont réalisés par du personnel expérimenté dans les organismes de certification et d'inspection. C'est aussi un gain de temps puisqu'on n'est pas obligé de faire de la réception par lot. Et ce gain est d'autant plus important lorsqu'il s'agit de petites quantités et ça raccourcit également les délais de réception technique préalable puisqu'il s'agit uniquement de vérifier les documents attestant de la performance des produits. Donc, en pratique, un fabricant demande volontairement une certification, mais pour ce faire, il faut qu'il y trouve un intérêt. Et donc, il est nécessaire qu'au niveau contractuel, le client valorise cette certification. Et je vais vous expliquer par la suite comment Caliroute permet cette valorisation. Au départ, l'exigence dans le cahier de charge type Caliroute était de type formel. Le produit est Benor. Finalement, ça présentait les inconvénients suivants. C'est une obligation pour le fabricant d'investir dans la certification avant même de pouvoir vendre. Et d'autre part, le pouvoir adjudicateur s'expose à des poursuites au niveau européen pour raison d'obstruction de marché. Dès lors, Caliroute a évolué et vous ne trouverez plus dans Caliroute le produit Benor, sauf pour les produits pour lesquels il n'y a pas de marquage CE, mais le produit répond aux exigences d'un PTV précis et il y a mise en application du document QRA3. Cela veut dire que si l'on tient compte des frais de réception technique préalable, les produits certifiés sont moins chers. Je vais vous expliquer pourquoi. Et cette mention favorise les produits certifiés, mais permet néanmoins aux fabricants d'avoir accès à un premier marché avant d'investir dans la certification. La valorisation économique de la certification se fait de la manière suivante. Les frais de réception technique préalable sont à charge de l'adjudicataire, pour autant que les documents de marché lui fournissent le mode de calcul. Et les produits certifiés peuvent être dispensés des contrôles de réception technique préalable. Ce sont des contrôles qui occasionnent des frais. Donc, le soumissionnaire qui propose un produit certifié, valablement certifié, un produit certifié et qui répond aux exigences techniques pour l'application visée dans Caliroute, mais il ne doit pas augmenter son prix des frais de réception. Donc, le prix des produits certifiés est moindre que le prix du produit non certifié auquel on ajoute les frais de réception technique préalable. Mais pour que ça fonctionne, il faut que les documents de marché donnent au soumissionnaire les éléments nécessaires pour calculer le coût des frais de réception technique préalable, qu'il pourra alors inclure dans les prix globaux. Ça fait référence à l'arrêté royal du 18 avril 2017 et à son article 31. Alors, comment définir les frais de réception technique préalable? La première manière, c'est de définir un programme précis de réception technique préalable dans les documents de marché pour permettre donc au soumissionnaire de calculer les frais de RTP et de les inclure dans son prix de soumission. Ça veut dire que l'on doit définir la nature et la fréquence des essais, le nombre de visites, les taux horaires des agents réceptionnaires, les coûts kilométriques pour les véhicules, etc.
Et dès lors, depuis 2015, Caliroute a pris une autre direction en mettant en application le document QRA3 avec les modalités de réception technique préalable et notamment son annexe 3. Que dit cette annexe? Vous avez déjà vu une partie de ces éléments dans la présentation de Bernard tout à l'heure. Et donc, l'annexe comporte des tableaux pour les différentes applications prévues dans Caliroute. Et pour chaque produit, un coût unitaire de réception technique préalable est prévu, avec un forfait minimum pour les petites quantités. Et le document QRA3 prévoit aussi une formule d'indexation. Alors, quels sont les produits que l'on retrouve dans ces tableaux? Ce sont des produits pour lesquels il existe une marque de certification volontaire pertinente. Pour les autres produits, les frais de réception technique restent à charge du pouvoir adjudicateur, sauf si des programmes de RTP sont présents dans les documents de marché. C'est notamment le cas pour les éléments en pierre naturelle. Alors, les coûts, les coûts dans le tableau correspondent aux frais nécessaires pour réaliser les contrôles de réception technique préalable, qualitativement équivalents à ceux réalisés dans le cadre d'une certification volontaire pertinente. Et c'est ainsi que l'utilisation de matériaux certifiés est valorisée. Alors, ces coûts, ils ont été étudiés par mon département en collaboration avec les différents organismes de certification et donc ils ont été validés par les groupes techniques du CCT Caliroute. Alors, en pratique, comment se passe une réception technique préalable du produit? Le document QRA3 prévoit deux types de contrôles au minimum. Un contrôle documentaire, comme le mot le dit, sur base des documents présentés par l'entrepreneur concernant le produit, on va juger de l'aptitude du produit proposé à répondre aux exigences techniques décrites dans les chapitres de Caliroute. Ça peut être le certificat CE de l'unité de production accompagné de la DOP du produit, le certificat BNOR, la fiche BNOR, pour certains produits, des fiches techniques spécifiquement définies dans Caliroute. Et le deuxième contrôle à faire au minimum, c'est un contrôle organoleptique et dimensionnel. J'ai illustré ici par une photo où on voit que sur ces platages en bois, il y a la présence de l'aubier, même si les documents disent que le produit est acceptable pour l'usage, un simple contrôle visuel permet de voir que certains éléments comme celui-là doivent être écartés. Alors, le document QRA3 prévoit également des contrôles complémentaires, c'est-à-dire des essais en laboratoire, soit pour des exigences techniques qui ne sont pas couvertes par le marquage CE ou la marque volontaire, soit s'il y a des doutes sur les propriétés couvertes. Comment déclenche-t-on le processus de réception technique préalable? Eh bien, l'entrepreneur doit remplir un formulaire spécifique que je vous présente ici. Formulaire qui est souvent difficile à obtenir et pourtant il a toute son importance, notamment par la date de la demande, puisque c'est la date à partir de laquelle vont courir les délais de réception technique préalable. Je vous en ai parlé tout à l'heure, 30 jours s'il n'y a pas d'essai labo, 60 si des essais de laboratoire sont requis. Attention également que ce document ne peut être introduit que lorsque le produit est fabriqué, donc est disponible pour être réceptionné. Un petit point d'attention concernant la réception technique documentaire. Le document QRA3 prévoit dans son paragraphe 2.1 que la DOP doit déclarer l'ensemble des caractéristiques de la norme harmonisée produit applicable pour lesquelles des exigences sont définies dans les documents de marché. Une DOP incomplète, c'est-à-dire pour laquelle une caractéristique X est déclarée ne pas avoir été testée,
accompagné d'un rapport d'essai sur cette fameuse caractéristique X, ce n'est pas acceptable. Et il en va de même au niveau des marques volontaires. Alors, d'un point de vue prise en charge financière, les questions à se poser sont les suivantes. Une marque volontaire existe-t-elle? Sinon, il n'y a pas de frais à charge de l'adjudicataire. Si la marque volontaire existe, est-ce que le produit proposé est certifié? Si oui, il n'y a pas de frais à charge de l'adjudicateur. Si le produit n'est pas certifié, alors il y a des frais à charge de l'adjudicataire et ceux-ci sont calculés selon le document QRA3 que je viens de vous présenter. Et après, est-ce qu'on a terminé? Même si le produit est certifié, la vérification du produit approvisionné sur chantier reste toujours nécessaire. Il faut s'assurer que le produit livré est bien celui qui a été commandé et approuvé documentairement. Est-ce que le produit livré a subi des dommages lors du transport et que le produit livré a bien les bonnes dimensions? Et je vous illustre ici sur la droite un garde-corps qui visiblement n'a pas les dimensions adéquates puisque partie de sa fixation se trouve dans le vide. Alors, quand le pouvoir adjudicateur prend en charge les frais de réception technique préalable, à ce moment-là, il y a des budgets nécessaires pour des essais en labo externe et des missions à confier aux organismes externes. Et donc, toute cette part que je viens d'évoquer après la réception technique préalable, c'est finalement s'assurer aussi de la bonne mise en œuvre par la suite. En conclusion, je voudrais terminer en disant que la qualité des ouvrages réalisés, par leur dimensionnement, par leur durée de vie, c'est ce qui est visé dans nos chantiers publics. Parce que tout euro public investi doit l'être pour des décennies et que si on a une durée de vie réduite pour l'ouvrage, ça génère des déchets, ce que l'on tend à éviter un maximum. Les principes applicables à tous les produits pour tous les usages, et c'est ce que Caliroute et son application visent, c'est une adéquation, le bon produit au bon endroit, c'est dans les prescriptions de Caliroute, d'une bonne qualité, et là interviennent les marques volontaires, et puis sa bonne mise en œuvre. Ceci implique une production maîtrisée et contrôlée, un usage adapté aux performances, des prescriptions précises pour les performances requises par l'usage, une réception technique préalable et un contrôle de la mise en œuvre. Et comme je l'ai dit, les marques volontaires contribuent largement à ces objectifs en garantissant la qualité des produits et leur constance par la mise en œuvre d'un contrôle externe impartial et objectif. Et le CCT Caliroute, par l'application du document QRA3, en fait la promotion. Je vous remercie de votre attention et je passe maintenant la parole à mon collègue Didier Goy qui va vous parler de la sortie de statut de déchets. Merci. Voilà, donc je vais vous parler de la sortie de statut de déchets et principalement de la sortie de statut des déchets appliqués aux granulats recyclés, dont Bernard a déjà touché un mot dans son exposé. Et donc tout ce qui sous-tend cette politique mise en place en Wallonie, c'est un équilibre entre des contraintes et des opportunités. Donc les contraintes, c'est qu'on a des quantités très importantes de déchets inertes issus d'activités de construction et de démolition qui sont générés chaque année en Wallonie. L'ordre de grandeur, c'est entre 5 et 7 millions de tonnes par an, donc ce qui en fait le gisement le plus important après les terres excavées. L'opportunité, c'est qu'en fait, en Wallonie, on a un réseau étendu de plateformes de traitement de déchets inertes de la construction. À côté de ça, on a des objectifs qui ont été adoptés par le gouvernement wallon dans le cadre du plan wallon des déchets ressources, à savoir un objectif de valorisation de 30% de granulats recyclés dans les chantiers publics et également des objectifs fixés au niveau européen où là, on parle
d'un objectif de valorisation de déchets non dangereux issus de la construction, un objectif de 70%. Donc 70%, ça veut dire que les déchets inertes qui sont transformés en granulats recyclés rentrent dans ce calcul du taux de valorisation. Et tout, ce, tout cela est sous-tendu par un objectif environnemental de circularité des ressources et d'économie des matières premières et ressources naturelles. Même s'il est bien évident que, compte tenu des besoins globaux en granulats pour l'ensemble des chantiers en Wallonie, les granulats recyclés ne peuvent bien évidemment pas substituer complètement les granulats naturels. De mémoire, l'ordre de grandeur, c'est 60 millions de tonnes utilisées au total. Donc, ce n'est pas une concurrence qui est faite au secteur carrier. Donc l'idée, c'est que la sortie de statut des déchets soutient la valorisation et le recyclage de qualité dans un contexte d'économie circulaire et donc de considérer les déchets comme des ressources. Donc c'est le nom qui a été donné au plan wallon des déchets. La dernière version, donc celle de 2018, s'appelle bien plan wallon des déchets ressources et également le nouveau décret en matière de déchets parle bien de circularité. La sortie de statut de déchets, il y a certaines modalités, donc pour certains types de flux où toutes les dispositions sont définies au niveau européen par des règlements européens. Donc il existe 3 règlements européens, un qui concerne le fer, l'acier et l'aluminium, un autre qui concerne le calcin de verre, donc le groisil de verre creux, et le dernier qui concerne les débris de cuivre. Et pour le reste, en fait, l'Europe dit que c'est aux États membres et en l'occurrence au niveau belge, aux régions, de définir les dispositions si elles souhaitent mettre en œuvre la sortie de statut de déchets pour des flux en particulier. Donc, au niveau du contexte légal, les dispositions en matière de sortie de statut de déchets et également en matière de sous-produits, qui sont des dispositions relativement jumelles, bon, avec quelques petites nuances, découlent de la directive cadre relative aux déchets, directive cadre de 2018, qui a été ensuite révisée en 2018. Donc, la directive initiale 2008, révisée en 2018, et il y aura encore d'autres révisions programmées à l'horizon 2024. Tout ceci a été transposé en droit wallon via une modification du décret relatif aux déchets, décret qui datait de 1996. La modification a été apportée en 2012. Il faut noter que ce décret est en train de vivre ces dernières heures, ces derniers jours, puisque le Parlement wallon a adopté un nouveau décret le 8 mars 2023. Donc maintenant, on n'attend plus qu'en fait sa publication au Moniteur belge pour acter officiellement le remplacement du décret relatif aux déchets. Et le fait d'avoir des dispositions dans un décret, dans ce cas-ci, ces dispositions-là ne sont pas autosuffisantes et donc nécessitaient des actes d'exécution pris par le gouvernement. Et donc, le 28 février 2019, le gouvernement wallon a adopté 2 arrêtés, un qui concerne la sortie de statut de déchets, l'autre qui concerne les sous-produits. Et dans l'arrêté relatif à la sortie de statut de déchets, il y a 2 annexes concernant des flux spécifiques. La première concernant les papiers et cartons valorisés, la deuxième concernant les granulats recyclés, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Et dans l'arrêté sous-produits, il y a une annexe reprenant une liste de sous-produits qui sont d'ores et déjà reconnus comme tels. Tout le mécanisme, en fait, s'articule sur plusieurs niveaux. Il y a 4 conditions générales pour la sortie de statut déchets
qui ensuite doivent être déclinés en critères opérationnels. Et donc l'ensemble des critères opérationnels va constituer ce que j'appelle un référentiel, donc le terme que j'utilise dans la suite de l'exposé. Et ensuite, il y aura des actes individuels, des enregistrements qui viseront à démontrer qu'une entreprise en particulier est en capacité de mettre en œuvre le référentiel qui s'applique. Heu et ces actes individuels peuvent comporter des conditions spécifiques d'exécution. Mais donc maintenant, 1re chose, les conditions générales, les 4 conditions générales pour la sortie de statut de déchet. Il faut que la substance ou l'objet soit couramment utilisé à des fins spécifiques. Il faut qu'il existe un marché ou une demande pour cette substance ou objet. Elle doit remplir les exigences techniques aux fins spécifiques et respecter la législation et les normes applicables aux produits. Et enfin, on est dans un contexte environnemental, donc bien évidemment, il faut qu'il n'y ait pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine. Je reviens sur le 3e point, respecter la législation et les normes applicables aux produits. Donc ça veut dire que les matériaux qui résulteront d'un traitement et qui obtiendront la sortie de statut de déchet doivent en fait présenter des qualités équivalentes à celles des matériaux naturels, on va dire, ou des produits classiques. Quelques dispositions spécifiques à la Wallonie. Donc on a quelques exclusions prévues par notre arrêté du gouvernement wallon concernant la sortie de statut de déchets. Didier, Oui, si je peux juste s'arrêter 2 secondes, tes slides ne bougent pas en fait depuis un moment. Donc on est toujours fixé sur la 3e et il faudrait que tu mettes ton PowerPoint sûrement en mode diaporama, comme on l'avait fait durant le test. il était en mode diaporama. Alors, Ici maintenant ça bouge, oui, tu es effectivement sur la 7e slide, donc c'est bon. OK, ça va alors. OK, désolé pour ce nouveau contretemps. Donc j'en étais aux différentes exclusions pour la sortie de statut de déchets. Donc il y a si le déchet est destiné à une utilisation comme combustible ou pour une valorisation énergétique, il ne pourra pas rentrer dans le cadre de la sortie de statut de déchet. Pour les déchets qui sont valorisés au profit de l'agriculture ou de l'écologie et dont l'utilisation est déjà réglementée ne peuvent pas non plus rentrer dans ce cadre. Les terres de remblayage non plus. Pour les terres de remblayage, il existe déjà un cadre légal bien complet. Et enfin, ce qui est destiné à une valorisation au centre d'enfouissement technique, non plus. Donc les conditions générales, on parle de sortie de statut de déchet, ça sous-entend qu'à un moment le flux est passé par le statut de déchet et passe par un procédé de traitement. Et donc ça, c'est une des différences fondamentales par rapport aux sous-produits. Les sous-produits, c'est des produits connexes générés dans un processus de production, mais qui n'était pas le but principal de ce processus de production. Et l'exemple que je cite le plus souvent, c'est le cas des scieries de bois qui génèrent des quantités importantes de sciure et d'écorce. C'est pas leur objectif premier. Leur objectif, c'est de produire du bois d'œuvre, des poutres, des planches, mais voilà, toutes ces sciures, pardon, sont des sous-produits. Dans tous les cas de figure, comme j'ai dit, on a des décisions d'octroi qui se font au cas par cas sur base de dossiers, donc ils doivent être introduits par les demandeurs et avec des conditions qui seront définies. Donc, je répète, il y a les conditions générales déclinées en critères opérationnels et ensuite, les actes individuels vont, le cas échéant, définir aussi quelques conditions particulières d'exécution. Les procédures pour la sortie de statut de déchet, donc on a globalement 3 types de procédures qui sont prévues dans l'arrêté du gouvernement wallon. Il y a une nouvelle demande de reconnaissance.
Ce qui correspond en fait à créer un référentiel. Donc, le demandeur vient vers l'administration avec quelque chose qui n'est pas encore réglé soit par un des règlements européens, soit par des annexes de l'arrêté du gouvernement wallon, soit par une décision de reconnaissance qui aurait déjà été prise. Et il nous montre, son projet, le type de déchets qu'il traite, les modes de traitement qu'il applique, la qualité de ce qui sort de son traitement, les usages qui sont envisagés pour, ce traitement, les normes, auxquelles, ce qui sort du traitement va se raccrocher. Et donc tout ça va permettre de créer un référentiel et bien évidemment aussi, la mise en place du système de gestion de la qualité qui rentre aussi dans le référentiel. Et donc, tout ça nous permet en fait de créer, sur base de l'instruction du dossier. Donc c'est un dialogue ou même un trilogue parce que l'administration, s'appuie sur l'expertise technique de l'ICEP pour l'instruction du dossier et donc, c'est un trilogue entre le demandeur, l'administration et l'ICEP pour s'accorder finalement sur, sur le référentiel qui sera adopté dans la décision finale. Donc il peut y avoir des différences entre ce que le demandeur propose initialement et ce que l'administration, avec l'appui de l'ICEP, décide à la fin. Le deuxième type de procédure, c'est un enregistrement. Donc là, c'est vraiment la démonstration qu'une entreprise en particulier, sur un site d'exploitation en particulier, respecte un des référentiels qui existent. Et dernier type de procédure, l'arrêté du gouvernement wallon permet, aussi de pouvoir aller se raccrocher à des décisions qui ont été prises, dans d'autres régions ou dans d'autres États, moyennant, aussi quand même un dossier avec notamment une démonstration que cette décision qui a été prise, dans une autre région ou dans un autre État permet d'atteindre des niveaux de protection de l'environnement équivalents à ce qui est exigé en région wallonne. Toutes les décisions, font l'objet de publications. Les reconnaissances, sur le moniteur belge et sur, notre site internet et tous les enregistrements sur notre site internet. Et toutes ces décisions ont une validité, qui est fixée à 10 ans maximum. Quand on parle d'un enregistrement qui se raccroche à une reconnaissance délivrée à un autre opérateur, là, la validité va être limitée à la validité de la décision de base. Hem, Au niveau des granulats recyclés, les exigences réglementaires spécifiques, donc, il faut qu'ils soient élaborés à partir de déchets inertes de la construction, donc, notamment l'annexe 2 de l'arrêté du gouvernement wallon, spécifie les types et les codes déchets, qui sont acceptables pour la production. Une particularité, c'est que contrairement à la situation générale en termes de sortie de statut de déchets, ici, pour les granulats recyclés, c'est un régime qui est rendu obligatoire. Pour les granulats qui sont issus d'installations fixes ou mobiles de recyclage hors chantier, donc les installations mobiles sur chantier, s'il y a un excédent de granulats qui est utilisé hors du chantier d'origine des déchets inertes. Pour les installations mobiles sur chantier, et si les granulats sont utilisés sur le chantier, pour les granulats qui sont utilisés sur le chantier, on applique un autre arrêté du gouvernement wallon, qui est plus ancien, qui est probablement bien connu, de tout le public ici. C'était l'arrêté du gouvernement wallon du 14 juin 2001. Il faut quand même attirer l'attention sur le fait que cet arrêté a été modifié lors de l'adoption de l'arrêté, relatif à la sortie de statut de déchets et notamment, pour les granulats utilisés sur chantier, il y a, une exigence de contrôle environnemental qui a été ajoutée, donc d'échantillonnage, analyse et vérification du respect, de toute une série de valeurs limites, au niveau environnemental. Tout ceci découle de la volonté de renforcer la confiance dans les granulats recyclés pour accroître leur utilisation
Ça, c'est une chose. Et d'autre part, d'éviter qu'on trouve sur le marché des granulats recyclés avec des critères de qualité différents. Ceci, c'est purement procédural, donc je vais passer. Au niveau des conditions de sortie de statut déchets, il y a des conditions qui sont liées à l'installation. Donc ça doit être une installation de recyclage dûment autorisée, donc qui dispose d'un permis d'environnement pour les installations fixes et qui est en ordre en termes de déclaration pour les installations mobiles. Il faut qu'il y ait un système de gestion de la qualité certifié et vérifié sur base annuelle par un organisme tiers indépendant. Donc, des organismes tels que CoPro sont tout à fait qualifiés pour faire les contrôles relatifs à la sortie de statut de déchets. L'installation doit disposer d'un personnel compétent, notamment parce qu'il y a un point crucial, c'est d'examiner, d'évaluer les propriétés des intrants et aussi, pouvoir examiner la qualité des granulats sortants et des lots non conformes. Bon, pour les granulats sortants et les lots non conformes, il y a aussi toutes les procédures d'échantillonnage et d'analyse, mais au niveau des intrants, la la le contrôle se fait via un contrôle visuel systématique, sur les lots qui rentrent dans l'installation. L'installation doit disposer du marquage CE2+, pour toutes les gammes de granulats. Enfin bon, là, il y a encore une petite période de tolérance qui est actuellement en cours, mais qui va bientôt expirer. Le marquage CE2+, mais ça a été exposé par Bernard et par Frédéric. Au niveau des conditions de sortie de statut de déchets, je reviens un peu au niveau des intrants, donc ils doivent être inertes et notamment, exempts de goudron, exempts d'amiante, bien évidemment. Ils ne peuvent pas non plus contenir de traces apparentes d'éléments nuisibles à l'usage. Il y a des critères environnementaux, donc là, c'est sur les granulats traités. Ces critères environnementaux portent d'une part sur des tests de lixiviation pour toute une série de paramètres et des tests sur la composition brute pour 3 ou 4 paramètres supplémentaires. Il y a une méthode d'échantillonnage qui a été définie en concertation avec l'ICEP et les différentes parties prenantes et qui est intégrée dans le compendium wallon d'échantillonnage et d'analyse. Et l'arrêté du gouvernement wallon définit non seulement les paramètres sur lesquels on doit faire les analyses, mais aussi les valeurs limites à respecter. Au niveau des applications des granulats, mais on s'appuie sur toute une série de normes d'utilisation. Là, mon écran est probablement un peu petit, mais donc c'est les normes qui sont bien connues par le secteur en fonction des usages, par exemple comme sous-fondation, fondation, matériaux autocompactants réexcavables ou intégration dans des produits, par exemple dans la production de béton ou d'enrobés bitumineux. Si l'ensemble de ces conditions n'est pas respecté, on a affaire à des déchets non valorisables. La porte de sortie éventuellement, mais qui n'a pas encore été appliquée jusqu'à présent, serait qu'un exploitant d'installation de recyclage vienne vers l'administration pour proposer éventuellement un autre référentiel où donc là, on devrait examiner le dossier et donc bien faire l'équilibre entre les qualités que peuvent présenter les granulats sortant de cette installation et les usages qui sont prévus et la traçabilité qui est prévue aussi pour ces granulats. Si vous voulez en savoir plus au niveau de la procédure et du formulaire de demande d'enregistrement, les informations se trouvent sur notre site. Donc il y a un formulaire qui a été préparé par l'administration en partenariat avec l'ICEP et pour les granulats recyclés en particulier, puisque notre formulaire s'appliquait un peu était décliné pour tous les cas de figure
en sortie de statut déchet, en sous-produit, reconnaissance, enregistrement et reconnaissance d'une décision appliquée à l'étranger. Pour le cas particulier des enregistrements granulats, la fédération Feredeco a retravaillé le formulaire et la liste d'annexes pour faire vraiment une version spécifique. On est actuellement à 75 producteurs de granulats recyclés qui ont été enregistrés et donc là, la liste, se trouve sur notre site et bon, c'est une liste qui évolue, encore, donc qui s'accroît petit à petit. Donc quand je disais au début de l'exposé qu'on a un réseau, déjà, bien densément, maillé, en Wallonie, voilà, normalement, il ne devrait pas y avoir de difficulté à trouver un exutoire pour ces déchets de construction et de démolition et pour trouver une source d'approvisionnement en granulats recyclés. L'arrêté datait de 2019, mais bon, il a fait un peu ces maladies de jeunesse qui ont amené à ce qu'on doive proposer quelques modifications et donc les modifications qui finalement ont abouti fin décembre 2022 et publié au Moniteur le 31 janvier 2023. Donc là encore, sur notre site, vous allez trouver la version coordonnée. Un point qui résulte de concertation avec l'ensemble de stakeholders. Bon, toutes ces modifications ont fait l'objet bien aussi de concertation avec des stakeholders dans le cadre de groupes de travail pilotés par l'administration. Mais donc un point notamment, c'est les des habilitations qui sont données à la ministre et à l'administration pour préciser les exigences du système de traçabilité des granulats et du système de gestion de la qualité. Parce qu'on ne peut pas régler tout, inscrire tous les détails dans l'arrêté du gouvernement wallon. Comme j'ai dit, l'arrêté a fait un peu ses maladies de jeunesse et donc ça nous a obligés aussi à revoir un peu la date butoir. Donc j'avais dit que le caractère obligatoire pour passer de l'arrêté du 14 juin 2001 à l'enregistrement obligatoire des granulats, initialement c'était prévu au 1er juillet 2021, ça a été ramené au 1er janvier 2023, ce qui permet de donner des apaisements aux différents centres qui ont joué le jeu, mais pour lesquels il a fallu le temps de pouvoir constituer les dossiers et puis après ça, le temps de l'administration de traiter les dossiers. On a aussi apporter quelques modifications parce qu'avec avec l'expérience, on s'est rendu compte que certains paramètres dans les annexes n'étaient pas forcément systématiquement applicables. On a aussi apporté quelques dispositions pour les sites de production qui ne peuvent pas stocker jusqu'à la réception des résultats analytiques. Donc là, l'arrêté maintenant permet une commercialisation à partir du moment où l'échantillonnage a eu lieu et ensuite transmission de l'information au client en cas de dépassement. On a aussi apporté des précisions sur les types d'organismes certificateurs, donc pour pouvoir faciliter des audits globaux CE2+ et sortie de statut de déchets, donc éviter que les centres de production de granulats doivent faire appel tantôt à un organisme, tantôt à un autre et passer plus de temps qu'il ne faut avec les différents organismes de certification. Donc ça permet d'avoir aussi aux organismes de certification de proposer des, des services complets. Donc oui, j'ai évoqué le fait qu'on a dû revoir certains paramètres. Donc, à titre d'exemple, on a un paramètre sur les hydrocarbures de la gamme C10, C40 sur le brut pour tout type de granulat, mais on s'est rendu compte que pour les granulats hydrocarbonés, ça n'avait pas de sens. Donc, pour les granulats hydrocarbonés, celui-là n'est pas applicable. En revanche, il y a un paramètre
qui permet de s'assurer que les granulats hydrocarbonés, c'est bien des granulats de bitume et pas de goudron. Et donc là, c'est une analyse sur base de l'élément traceur benzoapyrène qui a été ajouté. On a également modifié quelques autres réglementations via la même modification. Notamment, on a apporté des modifications équivalentes à l'arrêté du 14 juin 2001 pour les granulats qui sont utilisés sur le site de production. Et oui, un élément que je n'ai peut-être pas mentionné en détail, c'est qu'on a une attention toute particulière sur le paramètre sulfate dans les granulats et ce paramètre sulfate qui est impacté par la présence éventuelle de plâtre dans les déchets de construction qui amènent à la production de granulats mixtes. Et donc on a simultanément amené à ce qu'il y ait une imposition du tri du plâtre en Reciparc en vue du recyclage, avec une généralisation pour le 1er janvier 2024. Et pour ce qui se passe hors Reciparc, j'en parle dans une ou deux dias, je pense. Un gros point d'attention pour les utilisateurs, c'est qu'on a notre département a été informé par nos collègues de la police de l'environnement, enfin le département de la police et des contrôles, du cas d'une entreprise qui avait fourni des granulats à un client, mais l'entreprise en question ne disposait pas de l'enregistrement. Et par la suite, en fait, a repris le modèle d'attestation de conformité qui se trouve dans notre arrêté du gouvernement wallon et a fourni une pseudo-attestation de conformité. Mais donc la recommandation pour les entrepreneurs et donneurs d'ordre qui vont utiliser ou faire utiliser des granulats recyclés, c'est vraiment de bien vérifier que le producteur de granulats recyclés se trouve bien dans la liste des producteurs enregistrés qui se trouve sur notre site. Donc le lien étant dans une des dias précédentes. Et bon, en cas de doute, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec notre service. Et en cas de fraude manifeste, là, il faut directement prévenir le département de la police et des contrôles. J'arrive gentiment vers la fin. Donc, les conclusions en perspective, c'est que les lots de granulats recyclés qui ne respectent pas les critères et conditions de sortie de statut de déchets sont des déchets non valorisables, donc ce qui entraîne des risques et des responsabilités pour toute la chaîne. Comme j'ai mentionné dans l'exposé, les conditions de sortie de statut de déchets ont notamment pour objectif de pousser l'ensemble des acteurs du secteur vers le haut et donc de favoriser la qualité des granulats qui sont mis sur le marché et donc l'utilisation dans les chantiers publics et privés. Il faut faire attention que dans la situation actuelle, la réglementation actuelle, le régime de sortie de statut de déchets des granulats dont je viens de vous parler est propre à la Wallonie et donc un enregistrement qui est délivré par le service public de Wallonie n'a pas de validité en dehors de la région wallonne et réciproquement, le régime appliqué par la région wallonne n'a pas de validité en région wallonne, sauf décision individuelle de reconnaissance de ce qui a été produit en région flamande. Donc les conclusions et perspectives, c'est que on a pas mal d'éléments qui contribuent à la qualité des granulats qui se trouvent au niveau de l'installation de traitement, mais tout ne se trouve pas là. Le tri des déchets de chantier et la déconstruction sélective sont essentiels pour assurer la meilleure qualité possible des intrants dans les centres de production de granulats. Au niveau des évolutions attendues, nous sommes encore une fois dans le cadre des groupes de travail en concertation avec les stakeholders concernés en train d'élaborer des projets d'arrêtés ministériels qui sont pris sur base de l'arrêté du gouvernement wallon
pour préciser certaines exigences, par exemple le cas des entreprises multisites, la production et la vente est en continu. Donc le principe est acté dans l'arrêté du gouvernement wallon. Les dispositions concrètes vont être précisées par arrêté du gouvernement, par arrêté ministériel, pardon. Les discussions en cours, ça va être aussi pour clarifier les dispositions opérationnelles concrètes applicables aux installations mobiles. Au niveau des obligations de tri renforcées en amont pour le plâtre et les déchets dangereux, le tri à la source, notamment sur chantier, là, on a un autre arrêté du gouvernement wallon qui est en voie d'adoption, donc c'est ce qu'on appelle l'AGW hiérarchie. Et enfin, perspective très, très importante, mais c'est vraiment tout récent. Il y a quelques jours d'ici, nous avons été informés au niveau de l'administration que l'Europe est en train de lancer une phase de consultation en vue d'une sortie de statut déchets sur les déchets de construction et de démolition. Ce qui veut dire que si l'Europe va au bout de ses travaux et qu'elle définit des dispositions sur la sortie de statut déchets et que ça englobe les granulats recyclés, les dispositions européennes deviendront prédominantes par rapport à celles qui se trouvent dans l'annexe 2 de l'arrêté. Mais encore une fois, là, on est vraiment au tout début des travaux. Je pense que l'Europe organise un petit séminaire sur la question dans le courant du mois de mai, et à ce moment-là, on en saura un petit peu plus sur les objectifs et l'agenda envisagé par l'Europe. Et je vous remercie pour votre attention. Donc, je pense que les diapositives seront partagées et donc vous pourrez retrouver également nos coordonnées donc sur la diapositive de conclusion. Oui, effectivement, merci Didier pour ta présentation, également Frédéric et Bernard, que je vais inviter à réactiver la caméra, car nous allons passer à la séance de questions-réponses. Frédéric, Bernard, merci. Alors, je vais inviter aussi les orateurs ici à ouvrir la fenêtre de questions et réponses qui se situe tout en dessous. Tout en dessous ici de la page, vous avez normalement une fenêtre questions et réponses, donc Q et R. Je ne sais pas si vous la voyez. Didier? Oui. C'est bon? Oui. Bernard? Oui, merci. Oui. Frédéric Oui, oui. aussi? Voilà, parfait. Oui, Donc, voilà. Donc, ici, donc, il y a la première question qui est plutôt une remarque, comme quoi l'ACAB va poursuivre ses activités, mais fusionner avec 2 autres organismes de certification. Voilà, je laisse un de nos orateurs répondre à cette question, cette remarque plutôt. Oui, je vais répondre. Je pense qu'effectivement, c'est une des voies, c'est une partie de la réponse, mais dans le cas de la fusion qui serait prévue, elle n'inclut pas toutes les activités de l'OCAB. Donc, ça veut dire qu'il y aurait encore probablement une activité résiduelle de l'OCAB qui serait logée quelque part. Ce qui est sûr, c'est que toutes les certifications existantes, etc., seront reprises, évidemment. Donc, voilà. Mais Merci Bernard. je pense qu'il y a encore une zone de flou par rapport à cet aspect de reprise, en tout cas pour une partie des activités. Et l'autre sera effectivement fusionné avec les 2 autres organismes, comme l'indique Gauthier. Voilà. Parfait, merci. Alors, donc, la question suivante, qu'en est-il de la certification et des attestations de matériaux destinés au réemploi? Alors là, je pense que c'est pour moi. Mais si on parle de matériaux destinés au réemploi, je présume qu'on sous-entend en fait des matériaux qui ont un statut de déchet et puis qu'après ça, on veut réutiliser. Donc, comme j'ai beaucoup parlé des granulats pour lesquels on a un référentiel qui existe, mais donc pour les autres, c'est des situations où on va régler, on va devoir co-construire le référentiel
Et de manière générale, au niveau de la certification et du système de gestion de la qualité, le système de gestion de la qualité est une exigence transversale dans l'arrêté du gouvernement Hollande sortie de statut de déchets. Ce n'est pas uniquement pour les granulats recyclés. Dès qu'on a une sortie de statut de déchets, il faut qu'il y ait un système de gestion de la qualité. C'est aussi une des petites nuances par rapport à la réglementation sous-produit. En sous-produit, ce n'est pas une exigence systématique. C'est quelque chose qu'on a en tant qu'autorité compétente la possibilité d'insérer dans les décisions individuelles en appréciant au cas par cas. Donc pour reprendre le cas des sciures, on ne va pas les mettre un système de gestion de la qualité sur les sciures, ça n'aurait pas de plus-value. Mais dans d'autres situations, on pourrait très bien dire là aussi, il faut un système de gestion de la qualité. Mais voilà, donc la réponse. Peut-être ajouter que sur le volet technique, certaines certifications de produits, et tout à l'heure tu as parlé des granulats recyclés, mais là, les granulats recyclés, au même titre que les naturels et les artificiels, font l'objet d'un marquage CE et peuvent faire l'objet d'une certification volontaire également, gérée soit par CoPro, soit par BICERT. Je ne sais pas si la question posait sur le volet environnemental ou sur le volet technique, c'est pour ça que je me permets de répondre. Oui, effectivement. Merci Frédéric. Merci. Alors, la question suivante, lorsqu'on doit transporter un sous-produit, le transport est-il soumis à la réglementation de déchets? Là, la réponse est simple, c'est non. Si c'est pas un déchet ou donc là, dans le cas des sous-produits, il ne faut pas c'est aussi un des avantages du mécanisme parce que c'est vrai que j'ai présenté tous les volets concernant les différentes démarches administratives à poursuivre. L'avantage aussi qui est induit, c'est que finalement pour tout ce qui est en aval, il n'y a plus d'obligation d'avoir un enregistrement pour le transport de déchets. Le client ne doit pas avoir un permis d'environnement qui comporte des rubriques acceptation et traitement de déchets. On dit, voilà, c'est pas un déchet, c'est plus un déchet, donc la logique va jusqu'au bout. Parfait, merci Didier. Alors, question suivante, ne devrait-on pas préconiser des pénalités ou caliroutes pour parer au cas décrit par Didier Goy? De manière générale, le caliroute prévoit-il des clauses générales aidant les PA face à ce type de difficultés? En parenthèse, 3 clauses environnementales. Madame Thewissen. Ce sont les cas de fraude qui sont les cas décrits par Didier Goy. Qu'est-ce qui est visé par la question exactement? Ici, vous pouvez retrouver la question sur le. Donc ici, donc, quand vous avez leur question-réponse, vous l'avez affichée. Donc la question. Oui, elle est affichée, effectivement, mais Oui, voilà, c'est ça. Je ne sais qu'apporter comme réponse. De manière générale, le caliroute prévoit-il des clauses générales aidant les PA? C'est quoi, les PA? Je suppose que c'est pouvoir adjudicateur. Pouvoir adjudicateur, d'accord. Eh bien, il faudrait relire les clauses administratives. Je ne pratique pas les chantiers et donc les difficultés évoquées, notamment de fraude, normalement devraient pouvoir être décelées. Maintenant, nous avons à notre portée, d'une part, notre interlocuteur, c'est l'entrepreneur et ce n'est pas le producteur. Et donc, lorsque l'on décèle un problème dans la réception technique documentaire, eh bien, on en revient vers l'entrepreneur pour lui dire que le produit, dans l'état, on ne peut pas l'accepter pour diverses raisons qui lui sont exposées. Mais le spectateur anonyme qui a mis cette question peut peut-être m'éclairer en étoffant sa question. Oui. Ce que je propose peut-être, c'est en attendant que la personne apporte une précision à sa question, nous pouvons passer à la suivante, qui est la dernière. Alors, un granulat recyclé ne correspondant pas aux critères de l'agrégation wallonne EEW est donc un déchet non valorisant. Que
Que peut-on concrètement faire avec ce déchet non valorisable? Il reste néanmoins inerte. Donc ici, Oui. la dernière question. Ok. Voilà. Et donc, EOW, donc c'est End of Waste, donc sortie de statut de déchet. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec ce déchet non valorisable? Pour moi, il y a pas énormément de possibilités. Je pense que la première possibilité serait en fait de le renvoyer vers un centre de traitement, qui serait en capacité de faire le tri, de retirer les impuretés, qui et qui permettrait après ça de pouvoir, après, analyse de conformité, démontrer que le déchet, pardon, le granulat est rentré dans les clous et à ce moment-là, respecte bien les critères de l'annexe. Sinon, l'autre option, c'est si c'est vraiment des lots importants et une installation qui ne parvient pas à atteindre les normes de qualité prévues par l'annexe 2 de l'arrêté, c'est éventuellement passer par une procédure de reconnaissance et où on pourrait se dire: «Tiens, mais finalement, on a des dépassements, pour tel ou tel paramètre, mais ça peut quand même être maîtrisé en fonction, à condition de limiter les types d'usages». Et sinon, mais si ça ne respecte vraiment pas les normes, à ce moment-là, il faudra, envisager une mise en centre d'enfouissement technique, moyennant les différentes dispositions aussi, relatives au centre d'enfouissement technique et le cas échéant des dérogations pour la mise en CT par rapport à ce lot qui ne répondrait à aucune qualité.